Bonsoir, merci d'avoir bravé la pluie. Je me présente, je suis Frédéric Bouchard, doyen de la Faculté des arts et des sciences. Merci d'être avec nous ce soir. La Faculté des arts et des sciences présente une série de discussions, et donc ce n'est pas la première, vous pouvez voir les autres en ligne, qu'on appelle au carrefour des savoirs. Parce que la Faculté des arts et des sciences, en fait, a toujours visé à rapprocher des perspectives complémentaires ou divergentes et ensuite de nous aider à comprendre mieux un phénomène ou une réalité. Et donc, dans cette série, au carrefour des savoirs, nous avons pour objectif de faire dialoguer des professeurs, des diplômés, des collaborateurs et collaboratrices de différents horizons sur une thématique commune. L'événement de ce soir est organisé en collaboration avec notre nouvelle Maison des affaires publiques et internationales. Créée en 2022, la Maison, qui est bien sûr enracinée dans la recherche en sciences sociales, a pour objectif de rendre le savoir accessible à une communauté de pratique et de faciliter les échanges entre les milieux de pratique ou les milieux utilisateurs et le milieu académique, le milieu de la recherche et de l'enseignement. Et ainsi de participer au rayonnement de la recherche au sein de la société, à la formation avec un volet de pertinence appliquée et aussi, éventuellement, d'enrichir la réflexion sur les politiques publiques et les relations internationales. C'est un espace de collaboration, une programmation. On est déjà un programme de mentorat qui a été lancé. Et donc, ces activités se déploieront au cours des prochaines années et nous avons très hâte de voir la suite des choses. Ce soir, notre thématique de discussion, l'augmentation du coût de la vie et les impacts sur les personnes en situation de vulnérabilité. Pour cette discussion, nous avons le privilège d'avoir parmi nous des professeurs d'expertise variés venant de différents secteurs ainsi que des invités de marque. Je suis très fier de cette activité. Comme je le disais, notre faculté vise le décloisonnement des savoirs, pas juste au sein de l'université, mais aussi qu'est-ce qu'on peut apprendre des gens qui sont sur le terrain ou avec différentes expériences vécues. Donc, permettez-moi de présenter nos panélistes de ce soir. D'abord, Pascale Dufour, professeure au département de sciences politiques et directrice de l'équipe de recherche du collectif de recherche Action politique et démocratie, le CAPED. Ses recherches portent sur les mouvements sociaux et l'action collective en perspective comparée et tout particulièrement sur l'action politique des personnes marginalisées. À ses côtés se trouve Dalia Gesualdi-Fecteau, professeure de droit du travail à l'École de relations industrielles et chercheuse au Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail, le CRIMT. Elle s'intéresse aux politiques publiques en matière de travail et d'emploi et aux conditions d'accès aux droits et à la justice. Et parmi nous aussi, notre collègue Guillaume Sublet, professeur au département des sciences économiques. Il étudie la macroéconomie et plus particulièrement les questions de politique économique. Ses travaux les plus récents sont sur l'élaboration de règles budgétaires optimales afin d'encadrer les dépenses publiques du gouvernement pour servir les intérêts de la société. La réglementation des marchés financiers pour améliorer l'accès au crédit des ménages et des entrepreneurs fait également partie de son champ de recherche. Nous avons également le grand privilège d'avoir parmi nous ce soir M. Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal. Centraide, investisseur social vraiment stratégique dans notre communauté, soutient annuellement et régulièrement un réseau de plus de 350 organismes et projets collectifs qui luttent contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Auparavant, Claude Pinard a dirigé à titre de directeur exécutif les activités de la Fondation Mirella et Lino Saputo, en plus bien sûr de d'autres activités professionnelles. On est extrêmement fiers et reconnaissants de l'avoir parmi nous. Je devrais mentionner que parmi tous ces faits d'armes, il y en a étincelants qui trônent au-dessus des autres. Il est aussi diplômé de la Faculté des arts des sciences en sciences politiques. Ouais. Et donc, on est ravis que ces succès n'ont ensuite que poursuivi leur route. Enfin, nous avons une nouvelle fois l'immense honneur et privilège d'accueillir Chantal Srivastava, journaliste à Radio-Canada et plusieurs fois récompensée pour son travail. Elle animera cette 6e discussion de la série. Un grand merci, Chantal, de votre fidélité, votre générosité. Franchement, avec Chantal et nos panélistes, c'est certain que nous aurons une discussion fort éclairante.
Et donc, merci à vous toutes et tous d'être avec nous ce soir. Merci à ceux qui pourront profiter de cette discussion en ligne par la suite. Et à toutes et tous, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne discussion. Merci beaucoup. Alors, c'est maintenant qu'on plonge dans un univers qui est quand même assez déroutant parce que vous avez remarqué, hein, on parle de personnes en situation de vulnérabilité. Je pense qu'à l'origine, le mot qui circulait, c'était pauvreté, mais ça a changé. Vous allez comprendre pourquoi. Mais avant qu'on plonge dans le vif du sujet, quelques petites questions d'intendance. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Merci pour la confiance. C'est vraiment un privilège pour moi de participer à ce genre d'événement-là. Merci à vous dans la salle et on a besoin de votre collaboration, votre contribution aussi. Votre collaboration pour, si possible, éteindre vos téléphones cellulaires, les mettre pour qu'on n'entende pas si vous êtes sollicité par des appels à l'extérieur, ce qui peut toujours arriver. Également, je vous indique que on va garder à peu près une trentaine de minutes pour vous. Si vous avez des questions, donc des questions ciblées, on essaie de favoriser les questions auxquelles peuvent répondre les panélistes plutôt que les commentaires et les prises de position. L'un n'exclut pas l'autre, mais on favorise donc des questions ciblées dans le cadre de l'expertise de nos panélistes pour vous éclairer, des compléments d'information si on a des trucs qui sont pas clairs. Donc, et sachez que c'est enregistré. Donc, si vous allez au micro, c'est que vous allez vous retrouver dans le document qui va circuler, qui va être visible pour quand même assez longtemps. Donc, je vous le signale comme ça pour que vous sachiez que vos questions seront enregistrées. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, je vous disais d'entrée de jeu que pauvreté versus personnes en situation de vulnérabilité, on a eu la discussion lorsqu'on se préparait pour ce panel-là. Puis j'ai envie de commencer tout d'abord de plonger en essayant de voir brièvement pour chacun d'entre vous, dans votre champ d'expertise. Quand on parle des impacts sur les personnes en situation de vulnérabilité liés à l'augmentation du coût de la vie, quel genre de lunettes vous mettez? Qu'est-ce que vous voyez en premier? Qu'est-ce qui vous frappe? Puis comme vous êtes sur le terrain, M. Pinard, je vais finir avec vous. Parce que je veux comme avoir le regard davantage extérieur de quelqu'un qui étudie plutôt que de quelqu'un qui est dedans, parce qu'on va vous mettre à contribution beaucoup pour avoir votre regard de terrain. Mais pour commencer, comme objet d'étude pour vous en économie, en droit du travail, en sociologie, en sciences politiques, qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous regardez cette situation-là? Qui a envie de nous montrer ses lunettes pour commencer? Pascal, Dalia, Guillaume? Hein? Moi, je peux commencer. Guillaume, alors, là, je dois vous dire que Guillaume, j'ai été beaucoup impressionnée en se préparant parce que la lunette économique, pour moi, c'est une lunette où il faut vraiment que j'ouvre mes yeux grands parce que c'est pas une lunette que je suis habituée de porter. Puis surtout, ce que Guillaume nous raconte avec ces lunettes-là, c'est parfois un peu déroutant. Mais allez-y. OK. Bonne chance. Belle introduction. Alors, pour moi, les personnes en situation de vulnérabilité face à l'inflation, c'est toute personne dont les revenus ne sont pas indexés à l'inflation et ou toute personne qui a de l'épargne. Parce que le pouvoir d'achat de cette épargne se retrouve diminué par l'inflation. Et là, vous avez fait, on parle d'augmentation du coût de la vie, mais tout de suite, vous avez fait le saut. C'est l'inflation pour vous, là. La réalité, c'est l'inflation. Ouais, donc l'augmentation du coût de la vie, on pourrait voir ça comme l'augmentation du niveau des prix, ça c'est l'inflation, et sans augmentation associée, on va dire, des revenus, ou de la valeur de l'épargne. Donc voilà. Mais, et je veux mettre l'emphase sur le fait que les revenus, ça peut être les revenus qui viennent du salaire, mais ça peut aussi être des revenus informels, par exemple pour quelqu'un qui dépend de la générosité des autres. Bah, si ça évolue pas avec l'inflation, donc les vulnérabilités se cumulent, malheureusement. Dalia, dans votre domaine en particulier, travail, droit du travail, qu'est-ce que ça veut dire être en situation de vulnérabilité quand on parle de l'augmentation du coût de la vie, de ses impacts? Alors, le doyen évoquait le dialogue entre les disciplines, entre les sciences sociales. Et bien que je sois juriste, moi, mon point de départ pour embrasser la notion de vulnérabilité, c'est celle du sociologue Robert Castel. En fait, c'est de réfléchir au rapport qu'entretiennent certains groupes au marché du travail, à leurs conditions de travail, à la réalité de l'emploi. Et en fait, mes lunettes, c'est ça que vous me demandiez, mais c'est de regarder
pourquoi et comment certaines personnes qui sont pourtant en situation d'emploi se retrouvent dans une situation de vulnérabilité. Puis une situation de vulnérabilité, pour moi, c'est pas un processus qui est figé. On peut se retrouver en situation de vulnérabilité parce qu'on doit quitter notre emploi parce qu'on trouve pas de garderie, parce qu'on est malade, parce qu'on doit s'occuper d'un proche, parce que notre permis de travail est expiré et on est un travailleur migrant, par exemple. Ce qu'il faut comprendre aussi dans cette perspective-là, pour moi, c'est que la vulnérabilité, il faut la comprendre dans ce sens que oui, c'est pas un processus figé, mais le fait d'être exclu du marché du travail pendant une longue période peut avoir des effets à long terme au moment où on veut réintégrer le marché de l'emploi et qui peut nous fragiliser et nous rendre plus vulnérables. Pascal, pour vous, donc, avec deux types de lunettes, hein, je pense qu'il y a un côté de vos lunettes, c'est sociaux, l'autre côté, c'est politologue. Comment vous appréhendez cette situation-là? Qu'est-ce qui vous frappe quand on parle des impacts sur les personnes vulnérables d'augmentation du coût de la vie? Oui, c'est vrai que je porte deux lunettes, vous avez raison. Donc, comme sociologue, ce sont les personnes en situation de vulnérabilité ou les personnes pauvres qui sont mon point d'entrée dans le questionnement. Et notamment les stratégies que ces personnes peuvent mettre en œuvre pour passer au travers, on va dire, d'une situation d'inflation comme on connaît actuellement, notamment par l'action collective. Et comme politologue, ça va être davantage un questionnement sur quels sont les filets que l'État social met en place pour venir en aide aux personnes qui sont vulnérables, qui met en place ou qui met pas en place. Et donc, c'est généralement comment les biens comme le logement, mais aussi la protection sociale sont produits par une société donnée. Ça, c'est plus une question que les politologues se poseraient. Et distribués par la suite aussi. Évidemment. De manière équitable, parce que je pense que c'est une préoccupation pour vous aussi, l'équité, l'accès universel, que ce soit à des prestations, mais aussi à des biens, à des produits de base. Je vous ai entendu faire une nuance entre personnes vulnérables, en situation de vulnérabilité et pauvreté. Claude Pinard, est-ce que c'est la même chose? Être pauvre puis être en situation de vulnérabilité, c'est pas équivalent, là. On peut être à un, l'autre ou les deux. Ben, oui et non. Et c'est drôle parce que nous, on utilise personnes en situation de vulnérabilité chez Centraide. Malgré qu'on dit qu'on rassemble et agit pour un Grand Montréal sans pauvreté et inclusif, on n'a jamais dit ça sans pauvreté non plus. Donc, parce que vous me parlez de la lunette d'analyse. Moi, ma lunette d'analyse, c'est une analyse humaine. Donc, ce qu'on essaie de véritablement comprendre, c'est de voir comment les effets multiplicateurs actuellement. Puis quand on parle de vulnérabilité, ces temps-ci, on parle beaucoup de multiplication. Et je m'explique 2 secondes. Puis les commentaires que nous allons faire aujourd'hui, je veux juste que vous gardiez en tête que nous sommes dans une situation où l'économie va bien. Nous sommes dans un taux de chômage de 4% depuis plusieurs années. Et on se retrouve quand même avec des augmentations records mois après mois dans les banques alimentaires. Fait qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Fait que c'est définitivement un problème qu'il va falloir regarder comme société puis se donner les moyens, le tissu social, d'appuyer les gens qui sont sur le terrain. Donc, c'est vraiment la lorgnette humaine, voir comment on peut permettre à tous et toutes de vivre pleinement sa citoyenneté. Et ça a l'air, et là, c'est mon côté sciences politiques. Oui, je suis gradué en 1990. Merci Frédéric de l'avoir appelé. D'ailleurs, je tiens à vous dire qu'en 89, le département a fait un sondage pour savoir qu'est-ce qu'on faisait avec un bac en Sciences Po. Et qu'il y avait 2 personnes qui s'étaient trouvées une job de prof d'éducation physique à Terre-Neuve, et que je me suis dit, donc je vais faire quoi avec ça? Fait que j'ai dit, on va faire d'autres choses. Fait que là, mais je pense que les perspectives, on a beaucoup évolué comme société, puis les possibilités sont là. Fait que là, j'ai perdu complètement le fil. Mais ceci étant dit, donc on aura la chance de revenir, mais nous, une personne en situation de vulnérabilité n'est pas nécessairement pauvre, mais une personne pauvre est définitivement en situation de vulnérabilité. Donc, on peut être vulnérable, précaire, démuni, pauvre, puis il n'y a aucune de ces catégories-là qui est souhaitable, puis vous venez en aide à tout ce monde-là, quelque part. Ben, essentiellement, c'est ce qu'on essaie de faire. Nous, ce qui pointe, puis on va en parler, mais ce qu'on semble voir là, dans les études qu'on fait des différents quartiers de Montréal, sur le Rive-Sud et à Laval, c'est qu'il y a environ 1 personne sur 5. Alors, quand on parle d'anxiété financière, quand on parle
recours aux banques alimentaires quand on parle de difficultés à se loger, qui sont des gros enjeux. Puis je viens de retrouver mon idée. C'est quand on parle de la crise du logement, la crise du logement, c'est pas une crise du logement, c'est une crise de société. Et donc, on a oublié fondamentalement que le logement est un droit, et le droit au logement, et on fait en sorte qu'on accepte actuellement que les citoyens paient plus de 50% de leur revenu net pour se loger. Ça fait quoi, ça? Ça fait en sorte qu'une mère de famille, 2 enfants, est en banque alimentaire le 22 au lieu du 28 ou le 15 au lieu du 28. Ça crée de l'anxiété financière. Elle considère peut-être quitter son support group, donc les gens, le quartier dans lequel elle était, déracinent les enfants de l'école, crée du problème au niveau de la réussite sociale et éducative des enfants. Fait que c'est ça les effets multiplicateurs. Fait que quand on parle de personnes vulnérables maintenant, on parle de plusieurs vulnérabilités. Donc, on voit un peu que la couleur de vos lunettes. J'aimerais maintenant, pour que chacun d'entre vous, que vous partagiez avec nous ce que vous voyez, qu'est-ce qui vous frappe, le regard que vous portez sur la situation. Donc, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus quand vous observez les impacts, quand vous observez quelles sont les populations, comment elles sont affectées et qu'est-ce qui est important, fondamental dans ce que vous voyez, qui vous dérange le plus finalement. Donc, juste pour faire un état de la situation. Par la suite, on passera un peu en mode solution, mais commençons par voir avec votre regard comment vous analysez la situation. Est-ce qu'on commence par l'angle économique parce qu'on parle d'augmentation du coût de la vie? Donc vous, quand vous regardez, vous avez évoqué ceux qui ont de l'épargne, vous avez parlé un peu de l'inflation, l'importance que ça peut avoir quand les salaires ne suivent pas, mais concrètement, quand vous observez la situation avec votre regard aiguisé d'économiste, qu'est-ce que vous voyez dans la situation actuelle, Guillaume? Ouais, je peux commencer avec des chiffres en fait. L'inflation en ce moment, donc l'augmentation du coût d'un panier de biens représentatif que le ménage canadien moyen dépenserait est environ 5% en ce moment. L'année dernière, en 2022, c'était de 6,7%. Mais ce qui m'inquiète vraiment, c'est qu'on n'est pas tous égaux face à l'inflation. Donc, parce que ce chiffre-là que je viens de vous donner, 6% d'inflation en 2022, c'est pour le panier de biens que le Canadien moyen dépenserait. Si on prend les gens qui ont un revenu en dessous de la moyenne, ils ont tendance à beaucoup plus dépenser dans l'alimentation. Et si on regarde l'augmentation du niveau des prix de l'épicerie, on est autour de 10%. Donc on voit que l'inflation et l'indexation, par exemple, de l'aide sociale, elle est basée sur le taux d'inflation du panier de biens représentatif, pas sur le taux d'inflation du panier de biens dépensé par ceux qui reçoivent l'aide sociale. Donc c'est ça c'est une des choses qui m'inquiète le plus. Est-ce que vous observez ça, que les plus démunis, quand on parle de banque alimentaire, sont ceux qui écopent le plus quand il y a une augmentation des prix? Oui, puis pas seulement vous avez parfaitement raison, pas seulement les plus démunis, mais ce qu'on voit maintenant, c'est une sorte de nouvelle précarité. À un jet de pierre d'ici, il y a un organisme phénoménal qui s'appelle Multicaf. Et le directeur général, Jean-Sébastien Comtel, il me disait l'autre jour, il dit, écoute, il y a un couple qui rentrait avec un jeune enfant, puis il dit, Claude, il a fallu que j'aille leur parler. T'sais. Fait que là, je dis pourquoi, mais il dit, il n'y avait pas d'affaires ici. Fait que je me suis avancé. Et c'était un jeune couple qui, les deux travaillaient, des emplois à peine supérieurs au salaire minimum, et qui, avec la question du logement, n'arrivaient pas. Donc, ils ont dû faire le premier geste d'aller en banque alimentaire. Dans les 6 derniers mois, il y a 3% des Québécois qui disent qu'ils ont fait le premier geste d'aller en banque alimentaire dans les 6 derniers mois. Fait que c'est plus une question de, tu sais, genre, tu travailles pas ou ça. Non, on a des... Et là, c'est une expression très violente que je déteste, mais on a ce qu'on appelle des travailleurs pauvres. Donc, des gens qui travaillent dans la dignité, se lèvent le matin en disant, je vais gagner mon pain, faire vivre ma famille, et ils sont pas capables d'arriver. Mais là, est-ce que je vous ai entendu dire que l'intervenant les accueillit en disant qu'ils n'avaient pas d'affaires là? Non, mais je parlais de façon imagée, mais... Non, ils ont quand même eu le service. On ne fait pas une ségrégation en fonction du statut d'emploi. Vous n'avez pas attrapé mon deuxième niveau. Ce que je voulais dire, non, mais je veux être sûr que ce soit bien clair. Qu'est-ce qu'ils faisaient ici? Alors, donc, c'était pas un personnage. Non, il était dérouté par leur présence. C'était pas une population typique. On va dire ça comme ça. On les trouve de plus en plus. Ça, je pense que Dalia, vous, c'est le travail qui est votre lunette, puis le risque social qu'on court aussi à précariser des gens, à les mettre dans une situation de vulnérabilité. C'est ça qui vous frappe le plus dans votre analyse de la situation
quant aux impacts? Ben, deux choses. Premièrement, sur la question du travailleur ou de la travailleuse pauvre, qui est une expression qui est utilisée depuis très longtemps en Europe, un concept auquel on réfléchit, qu'on entend de plus en plus ici. Il faut comprendre que depuis 20 ans, le nombre de personnes en situation d'instabilité financière, ça veut dire que les revenus vont varier de façon importante sur une année et passer de 30 à 40%. Il faut comprendre cette statistique-là, c'est une augmentation importante. Il faut la croiser avec l'augmentation de ce qu'on appelle le travail atypique. Donc, c'est 40% de la main-d'œuvre au Canada qui occupe une forme d'emploi atypique. Ça veut dire quoi, l'atypie? C'est contrasté avec cette forme d'emploi traditionnelle où j'ai un contrat, un emploi stable, à contrat de durée indéterminée, avec une sécurité d'emploi, avec des protections, des avantages sociaux. L'emploi atypique, c'est quoi? C'est les personnes qui vont travailler à temps partiel. Puis la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi elles travaillent à temps partiel? C'est quoi les raisons derrière? Pour faire face à quel risque social, justement? Des personnes qui vont être en situation de cumul d'emploi ou encore des personnes qui vont être travailleurs, travailleuses autonomes. Et j'insiste là-dessus, pas nécessairement par choix. Donc, il faut combiner cette réflexion sur les nouvelles formes d'emploi, sur le travail atypique, avec cette augmentation de la proportion des travailleurs et des travailleuses qui font face à une instabilité d'emploi. Donc, déjà, ça, c'est la première chose. Il y a tout le débat présentement sur l'accès à ce qu'on appelle la protection sociale. Pascal l'a évoqué. C'est quoi la protection sociale? Ben, c'est justement faire face au risque social. Si je tombe malade, j'ai un accident du travail, je perds mon emploi, mon entreprise se robotise, je perds mon emploi, est-ce que j'ai les compétences pour faire face à la robotisation? Il y a plein d'exemples qu'on peut citer, mais nos régimes de protection sociale au Canada ont été pensés, ont été réfléchis pour des gens qui travaillaient pour un employeur unique dans un contrat à durée indéterminée. C'est comme ça qu'on a accès à l'assurance emploi. C'est comme ça qu'on a accès à des indemnités en cas d'accident du travail. Or, autant pour les personnes qui sont en situation de cumul d'emploi ou pour les personnes qui sont travailleurs autonomes, ces régimes-là, pour la plupart, évidemment, il y a des exceptions, sont largement inaccessibles. Et je veux juste finir sur une dernière chose parce qu'il faut comprendre les tendances que prennent les politiques publiques présentement. On a vu l'apparition dans les dernières années de crédits d'impôt, d'un crédit pour ci, un crédit pour ça, un chèque pour ceci, un chèque pour cela. Ça fait même son apparition en Europe alors qu'on est moins habitué à ça. Des crédits pour le bouclier anti-inflation et tout ça. Ça a conséquence d'augmenter notre revenu net, mais ça individualise aussi mon risque. Ça veut dire, on augmente le revenu net, je vais faire face individuellement à une baisse de mon revenu, mais il n'y a pas justement de prise en charge collective du risque. Il y a une réflexion à faire sur comment se développent les politiques publiques en matière de protection sociale à l'aune des changements qu'on connaît sur le marché du travail. Et pas en prenant l'argent dans le fonds de génération non plus. Ah ben ça. Avant de passer à vous, Pascal, petit point d'information d'Alia. Quand vous parlez de risque social, comment on définit ce qu'est le risque social? Il y a des risques? Il y a de multiples risques sociaux, mais le risque social, si je peux le définir très simplement, c'est des événements auxquels on peut faire face et qui vont faire en sorte que souvent notre revenu va baisser et nos dépenses vont augmenter. C'est deux phénomènes concomitants dans des événements auxquels on peut faire face parfois sans le savoir au cours de notre vie ou de notre trajectoire professionnelle. Moi, c'est comme ça que je synthétiserais le risque social. On pourrait certainement faire une conférence complète là-dessus, mais pour les fins de la discussion, c'est comme ça que je le synthétiserais. Et Pascal, je soupçonne que vous, je ne veux pas vous mettre les mots dans la bouche, mais que le regard que vous avez, c'est de voir justement comment on a tissé un filet qui a pas mal de trous, qui manque des mailles pour récupérer les gens. C'est ce qui vous frappe, vous, le filet social qui n'est pas adéquat par rapport à ce que vous observez dans les vulnérabilités, l'impact sur oui, la population? c'est un des éléments, c'est sûr. Mais ça, c'est pas nouveau parce que je pense qu'il faut faire attention. C'est pas parce qu'on est en inflation que d'un coup notre filet social apparaît comme troué. Il a toujours été troué. Donc il faut juste se souvenir de ça. Donc ça, c'est un des éléments. Mais ce qui me fait le plus peur actuellement dans justement l'augmentation des prix, puis le fait que les personnes en situation de pauvreté en particulier n'ont pas une indexation à hauteur, comme il a été expliqué, de ce qu'il y aurait besoin, c'est le creusement des inégalités. Donc c'est pas juste le fait que les personnes en situation de pauvreté ou de marginalité sont encore plus pauvres et que c'est encore plus difficile pour elles.
oui, c'est vrai, mais c'est aussi le fait que les inégalités se creusent. Et donc, c'est pas tout le monde qui vit de la même façon l'inflation. C'est pas tout le monde qui a les ressources pour faire face à cette inflation. Et c'est les personnes vulnérables qui sont le plus touchées par cette inflation. Et là, je vais vous demander de regarder vos notes parce que vous m'avez fourni certains chiffres, entre autres sur le seuil de faible revenu, sur la mesure du panier de consommation, avec des chiffres qui, moi, m'ont vraiment renversé. J'avais l'impression qu'en 2023, 2022, on n'était pas dans ces montants-là. Je peux peut-être vous les remettre en mémoire. Non, j'ai trouvé vous les le avez, oui, le panier de consommation, le MPC, comme la mesure qu'on utilise dans le jargon. Ces chiffres sont vraiment renversants. Et vous me direz si ça correspond à la réalité que vous voyez sur le terrain, M. Pinard. En fait, au Québec et au Canada, on définit des seuils de pauvreté qu'on utilise notamment pour faire de la comparaison. Et c'est un taux, c'est 50 à 60% du revenu médian après impôt. Mais on utilise surtout ce que vous mentionnez, c'est-à-dire le panier, la mesure de panier de consommation qui concerne les besoins de base, la nourriture, le logement, le vêtement, le transport. Et on évalue ça à 1 792 $ par mois en 2022 pour une personne seule. C'est moins de 1 800 $ tout compris. C'est ça, exactement. Mais il y a plusieurs problèmes avec ce montant, mais un des problèmes, c'est qu'il correspond pas à la définition qu'on s'est donnée comme collectivité dans la loi cadre contre la pauvreté, qui définit la pauvreté comme une condition dans laquelle se trouve un être humain qui est privé des ressources, des moyens, des choix et du pouvoir nécessaire pour acquérir et maintenir son autonomie économique ou pour favoriser son intégration et sa participation à la société. Donc, globalement... Ça date de 2002, cette définition-là, quand même. Exactement, oui, mais elle est toujours présente. Elle est toujours pertinente, oui. Oui, d'ailleurs, il y a même une renégociation du plan d'action qui va se faire dans les prochains jours, prochaines semaines au Québec. Et donc, on définit la mesure de panier de consommation à 1 792 $ par mois, mais il faut savoir que une personne qui est prestataire de l'aide sociale, qui est considérée comme apte à l'emploi, et qui vit seul, reçoit un montant de 770 $ par mois comme assurance, comme aide sociale. Donc, c'est le montant qu'on donne à la personne et on pense que... Donc, il y a 1100 $ de différentiel là, pour une personne seule. Et ces gens-là aboutissent chez... C'est ceux que vous devez aider. Ils sont probablement de plus en plus nombreux, M. Pinard. Ils ont toujours été dans les banques alimentaires, mais je pense que l'augmentation, l'accroissement, c'est pour ça que je parlais d'inégalité, l'accroissement des inégalités entre l'impact que l'inflation a sur des personnes qui déjà étaient mal prises versus pour d'autres personnes, mais c'est absolument pas équitable. Et l'autre façon de voir ça, c'est qu'on est, puis Guillaume, chicane-moi pas si je me trompe. Ça, je pense à un bruit, pardonnez-moi, je pense à un bruit de tuyau. Il y a une tuyauterie quelque part. Juste pour que les gens sachent, là, la personne qui siffle, là, je pense que c'est un bruit mécanique de bâtiment. Je pensais que c'était la clameur de la foule. Allez-y. On est à des niveaux records bas de personnes en situation de pauvreté actuellement. Et plusieurs raisons expliquent ça, entre autres. Et Dalia, je fais un lien à ton commentaire de tantôt, c'est que le premier rempart de la pauvreté, c'est vraiment du travail à temps plein. Alors, c'est ce qui aide les gens à stabiliser leur situation. Mais actuellement, on a les derniers chiffres là, qui sont sortis de StatCan récemment. Mais ceci étant dit, lorsque tu parles à des personnes en banque alimentaire, disons, tu leur dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils disent, oui, mais on fait des records tous les jours. Tu sais, tous les mois, on fait des records. Alors, ce qui fait que lorsque on parle des gens de qui on parlait il y a 2 secondes, ils ne sont plus seuls. Alors, la mesure, ces chiffres-là qui sont comme complètement ridicules en termes de hauteur, ben, les personnes qui ont 40 000 de revenus et qui ont 2 enfants n'arrivent pas non plus. Ouais. Fait que je pense que les seuils vont devoir être rediscutés. Puis une des difficultés qu'on a, particulièrement dans la lutte à la pauvreté, c'est que la gestion quotidienne, c'est une gestion de crise. Alors donc, on n'a pas de vision, on planifie pas en fonction de ce qu'on pourrait faire. Puis le meilleur exemple que je pourrais vous donner de ça, juste pour vous choquer un peu, c'est que je pense qu'il y a, puis je suis pas certain de mon chiffre, il y a entre 17 et 20 ministères qui interviennent dans le plan de lutte à la pauvreté. Ça fait des affaires compliquées, là. Fait que vous pouvez avoir une absurdité dont j'ai entendu parler la semaine dernière.
une maison refuge, mais première maison, premier toit pour des personnes itinérantes, qui ont le financement, disons, d'habitation, qui ont le financement de solidarité sociale, mais qui n'arrivent pas à faire financer les intervenants sociaux dans l'édifice. Alors, tu sais, c'est ce genre de... Fait qu'on n'a pas une vision globale de société qui dit, mais on s'attaque à ces problèmes-là de quelle façon? Fait qu'on préfère, tu sais, juste, on va continuer à patcher puis à mettre des pansements, au lieu de dire, est-ce qu'on peut travailler en prévention? Est-ce qu'on peut reviser la question du tissu social? Puis, à la fin de la journée, vous allez poser la question, puis je vais mouiller, peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais il faut augmenter les revenus. Il faut augmenter les revenus. Fait que l'année au Canada, dans les 20 dernières années où il y a eu moins de pauvreté, je vous donne une chance. Quelle année? 2020. Pourquoi? Parce qu'il y avait moins de dépenses liées à la pandémie. Les gens travaillaient à la maison. Parce qu'elle avait la PCU. La PCU. Ah. Alors tous les gens chiffres doivent rembourser maintenant. Là. Oui, tous les chiffres sont, quand tu regardes les chiffres, tu fais, un instant. Ceci étant dit, le nombre de personnes qui ont augmenté leur revenu depuis 2018 est quand même en hausse. Fait que, mais l'affluence dans les services sociaux communautaires partout dans le Grand Montréal est en hausse. Donc, constat de la situation, je vois que vous avez un regard extra lucide parce que vous baignez dedans. Vous avez un regard aussi en termes de connaissance des projets qui vous habitent et auxquels vous contribuez comme chercheur, comme universitaire. Est-ce qu'il y a des lacunes dans les connaissances? Je vous entendais poser des questions, comment on définit, comment on explique, comment on se positionne. Est-ce qu'il y a des choses, on a l'impression qu'on a tout dit au sujet des populations vulnérables, des effets de l'inflation, mais avec votre regard comme expert, est-ce qu'il y a des choses où vous dites, mais ça, on ne sait pas ça et ça n'a pas de bon sens qu'on n'ait pas ces connaissances-là dans vos domaines respectifs? Là. Est-ce qu'il y a des priorités, des quêtes de données que vous aimeriez qu'on fasse pour vraiment, avant de trouver une solution au problème, savoir de quoi on parle vraiment, là? Vous, est-ce qu'il y a des priorités que vous dites? J'aimerais bien avoir une réponse à ça. Pascal, des chercheurs se pensent là-dessus. Pascal va peut-être savoir de quoi je parle, mais le gouvernement récemment, le comité conseil sur la pauvreté, je me souviens pas du nom, a publié un avis au ministre avec des données de 2017-2018 sur la pauvreté, dans le but de débuter les consultations sur le prochain plan de la lutte à la pauvreté. 2017-2018, sérieusement, on est 6 ans, 7 ans plus tard, ça n'a pas de bon sens. Alors donc, il y a une absence de données. Elles sont incomplètes lorsqu'elles existent. Et elles sont désuètes en termes de... Fait que donc, au niveau social, là-dessus, on peut définitivement faire mieux. Comment vous pensez pouvoir contribuer ou quelles seraient les priorités de recherche dans vos domaines respectifs, Pascal? Il y a un observatoire des profilages qui tente désespérément, je pointe Céline du doigt parce que c'est Céline qui dirige l'observatoire, mais c'est l'objectif de l'observatoire, c'est de documenter et de produire de la donnée justement sur un nombre de sujets qui concernent des personnes vulnérables. Donc ça va être le logement, moi je suis là-dessus en ce moment, mais ça va être aussi les personnes racisées, ça va être le nombre d'interpellations pour les personnes sans abri, pour des personnes qui sont interpellées, etc., etc. Donc il y a toute plusieurs équipes de recherche en fait qui travaillent pour produire des données statistiques parce qu'on n'a pas les chiffres. Et c'est important de les avoir pour bien intervenir. Bien Pourquoi? sûr. Mais parce que si on les a pas, bon d'abord. On pourrait dire, quand on est une chercheur comme moi, un peu plus portée sur des données qualitatives, la plupart du temps, on pourrait se dire, on le sait déjà. Donc, on le sait que les personnes ont de la difficulté puis qu'elles vont dans les banques alimentaires. Mais avoir des chiffres, ça permet de convaincre. Si on veut intervenir, ça permet de convaincre et puis d'avoir aussi une vision plus globale, je dirais, parce que des fois on a des biais forcément, c'est sûr là, mais d'avoir une idée de ce que nous on a pu voir sur le plan qualitatif, de se rendre compte que, en fait, finalement, c'est une situation qui est partagée par un ensemble de populations. Ça permet d'être plus précis dans nos modes d'intervention. Mais je pense que la dimension convaincre est vraiment importante dans le fait de pouvoir... je sais pas, je peux en prendre un exemple qui s'éloigne un peu de la question de l'inflation, mais c'est parce que j'ai vu ça ce matin dans le journal, que le gouvernement du Québec reculait sur les mesures qu'il avait prises en immigration il y a 2 ans. On le savait. Je comprends pas.
on le savait, les données existent, en tout cas, il suffisait de les chercher, les données existent. Donc c'est ça, c'est comment l'action publique peut prendre des décisions à côté, finalement, tout en ayant les données, mais on va essayer au moins d'avoir ces données pour pousser la décision publique dans la bonne direction. Guillaume, dans le domaine de l'économie, de la modélisation, est-ce qu'on pourrait faire mieux pour essayer de mieux voir venir les impacts, les épargnants aussi, les sensibiliser à des situations qui peuvent être plus problématiques, leur donner des trucs? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire ou c'est rêver en couleur? C'est ce qu'on fait tous les jours, en fait, chercher à améliorer nos modèles, à améliorer notre analyse. Mais on a l'impression que c'est les marchés qui en profitent, puis pas les individus. En fait, ce qui se passe, c'est que je vais faire peut-être une petite parenthèse académique, donc, parce qu'en économie, on utilise des modèles pour étudier les phénomènes agrégés de l'économie, comme l'évolution des prix, l'évolution du PIB, du produit intérieur brut, de toutes ces choses-là. Et la raison pour laquelle on utilise des modèles, c'est qu'on sert de ces modèles comme laboratoire. Parce qu'on ne peut pas faire d'expérience contrôlée en économie. On ne peut pas simplement faire une expérience pour voir ce qui se passerait au niveau de l'économie canadienne, parce que l'économie canadienne est en jeu. Donc ça fait que nos connaissances, elles sont tout le temps basées sur nos modèles. Et il y a, comme l'épisode d'inflation qu'on est en train de traverser, c'est quelque chose qu'on n'a pas anticipé. Pourquoi? On se retrouve, il y a un concours de circonstances qui est exceptionnel. Il y a 4 facteurs qui contribuent fortement à l'inflation en ce moment. Premièrement, il y en a 2, c'est la demande et l'offre. On a une demande qui augmente suite au déconfinement et une offre qui est sclérosée à cause de problèmes dans les chaînes d'approvisionnement aussi reliés à la Covid. On a aussi, avec l'invasion de la Russie qui envahit l'Ukraine, ça affaiblit l'offre aussi avec une augmentation du prix de l'énergie. Donc déjà, il y a juste l'offre et la demande où ça crée un contexte inflationniste. Ça fait 2 facteurs. Et il y en a 2 autres. C'est la politique monétaire qui, sur les 20 dernières années, a été, enfin, jusqu'à ce qu'elle commence à réagir il y a 1 an maintenant, c'est une politique monétaire qu'on pensait inflationniste, mais l'inflation ne se matérialisait pas. Donc ça nous a amené à réviser nos modèles, et là, suite à la pandémie, on a une expansion budgétaire et l'inflation se matérialise. Donc on sait que ça, c'est deux mécanismes, donc la politique monétaire et la politique budgétaire, qui peuvent être générateurs d'inflation, mais c'est là où on fait beaucoup de recherches en ce moment, c'est essayer de comprendre quelle est la prépondérance de ces différents facteurs pour comprendre l'inflation et mieux pouvoir la prédire. Donc, c'est un travail qui est en cours et qui est loin d'être terminé. Là. Oui. Puis, si vous alliez à une conférence il y a 2-3 ans, personne ne parlait d'inflation. Là, maintenant, en macroéconomie, c'est parce que ça nous force à réviser nos modèles, à les perfectionner, et on a besoin de... Enfin, voilà. Et même, si vous permettez, j'aimerais peut-être vous entendre aussi, vous avez évoqué tout à l'heure la vulnérabilité des épargnants par rapport à l'inflation. Ça, c'est intéressant. Écoutez bien, parce que les gens ont l'impression, traditionnellement, on nous dit, si tu fais des économies, ça va bien aller. Oui. Mais en contexte d'inflation, c'est pas nécessairement le cas. Non, exactement. Parce que jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de la vulnérabilité pour les gens dont le revenu n'augmente pas avec l'inflation. Mais prenons l'exemple d'une jeune diplômée qui a un bon salaire, diplômée de l'Université de Montréal, qui a un bon salaire, et qui épargne pour s'acheter une maison. Et sur la dernière... donc, ça prend un certain temps, et puis là, on se retrouve en contexte inflationniste. Le pouvoir d'achat de cette épargne se retrouve à diminuer sur l'année 2022, il a diminué en tout cas de 6%. Et donc, cette personne, son chemin de vie est vulnérable face à l'inflation parce que le pouvoir d'achat de cette épargne se trouve diminué et on peut se retrouver avec une course en avant à chercher à épargner, mais ça mène nulle part vu que l'inflation ronge, en fait, l'inflation rattrape cette épargne. Donc, oui, ça touche, bien sûr, les plus démunis, mais ça touche aussi les chemins de vie d'autres catégories de la population. Et ça, pour les travailleurs, Dalia, c'est quand même quelque chose de... C'est un risque, ça s'ajoute à la série des risques qui courent
en ayant opté pour des comportements dits responsables, ils se retrouvent dans une situation de vulnérabilité, même parfois avec un plein emploi. Même parfois avec un plein emploi. Puis je vous dirais, pour faire écho à ce que vous demandiez tantôt sur les besoins en termes de recherche et pour faire écho à ce que mes collègues disent, à peu près à chaque trimestre, quand les données sur l'enquête de la population active sortent, bien, on entend qu'il y a eu un boom dans la création d'emplois. Dans les dernières années, là, il y a une augmentation assez conséquente de la création d'emplois. Mais la question, si on essaie d'allier justement le quantitatif et le qualitatif, c'est quel emploi est créé? Est-ce que c'est de l'emploi à temps plein ou est-ce que c'est de l'emploi à temps partiel, sur appel, ce qu'on appelle les contrats sans garantie d'heure? Alors, je crée un emploi, mais il n'y a aucune heure associée à ça. Je suis au bout du fil et j'attends qu'on m'appelle, mais peut-être que j'aurai aucune heure au cours de ma semaine. Et la deuxième question, pour peut-être brancher ce qu'on appelle le quantitatif, donc ces portraits chiffrés au qualitatif, à une compréhension du cas derrière les chiffres, c'est de se dire les emplois à temps partiel qui sont créés, comment on doit réfléchir aux politiques publiques pour justement supporter ces personnes qui sont pas capables de faire face à l'inflation malgré le fait qu'elles sont dans le marché du travail, mais qui occupe les emplois à temps partiel, mais surtout pourquoi? On sait que les femmes sont surreprésentées dans les emplois à temps partiel et la question qui se pose, c'est pourquoi les femmes sont-elles surreprésentées? On a certaines recherches ailleurs dans le monde qui nous pistent vers certaines réponses, mais ça doit être fait de façon plus systématique pour justement être capable de développer et adapter nos politiques publiques pour répondre aux besoins de ces groupes de personnes qui, bien qu'elles cheminent dans le marché du travail, ne sont pas capables de faire face à l'augmentation du coût de la vie. Alors, les situations que vous avez décrites, tous et toutes, génèrent ce que vous appelez une anxiété financière. Vous avez mesuré ça en collaboration avec la firme Léger. Claude Pinard, racontez-nous un peu comment vous en êtes venu à identifier ce type d'anxiété-là. À quoi, dans la réalité, comment vous le mesurez, comment ça se manifeste et puis comment ça évolue aussi, comment c'est omniprésent maintenant dans nos sociétés. Vous savez, par rapport à la pandémie puis l'inflation, c'est comme si on était parti un long week-end le vendredi, puis qu'on avait dit bye-bye à la pandémie, puis qu'on était revenu le mardi matin, puis qu'on était rentré dans l'inflation. Fait que nous, ce qu'on constatait, c'était la fatigue des organismes communautaires. Fait que, puis on voyait que les organismes communautaires desservaient une nouvelle clientèle, et clientèle qui avait de multiples effets, puis on voyait vraiment un impact sur la santé mentale des gens. Fait que on s'est assis avec Léger, puis on a dit, on voudrait contribuer à mesurer comment les gens se sentent impactés dans leur fort intérieur sur la question de l'inflation. Fait que c'est comme ça que c'est arrivé. Puis on s'est assis avec des ACEF, donc qui sont des organismes qui viennent en aide, qui font budgétisation, entre autres, là, pour des personnes qui ont besoin un peu d'aide avec l'économie familiale. L'économie familiale, tout ça. Et on s'est assis avec les ACEF pour bâtir des questionnaires qui seraient comme en ligne avec ce qu'elles voyaient sur le terrain. Puis les chiffres sont ahurissants, là. Et c'est drôle, c'est pas drôle, mais Dalia, tu mentionnais, tu sais, les catégories de personnes vulnérables dans l'anxiété, tu sais, ce sont toujours les mêmes groupes de personnes, tu sais, c'est-à-dire les personnes à limitation fonctionnelle, les personnes âgées, les personnes immigrantes, les personnes racisées. Et je faisais lire le communiqué de presse à ma fille, qui a 27 ans, graduée de l'Université de Montréal également. Et elle me dit, mais qu'est-ce que les femmes font là? Parce que les femmes font partie de ces populations vulnérables-là tout le temps. On n'est pas capable de sortir. Et lorsqu'on voit dans l'anxiété financière, fait qu'on voulait voir si la population générale versus les populations vulnérables, quel était l'écart. Et on a vu il y a 86% de Québécois qui disent ressentir une forme d'anxiété financière. Que vous définissez comment? Ben, qui est essentiellement la relation que tu as avec ta situation financière. Être stressé par les questions associées. Et oui, puis qui inclut aussi la question de littératie financière. Fait qu'on a des gens qui nous disent, plus ça va mal ma situation financière, plus je suis stressé et moins je m'informe. Alors donc, ça nous donne une piste par rapport à la littératie financière. Mais les gens qui étaient bien ou qui avaient confiance en leur situation financière, ils étaient à 63% en novembre. Ils sont à 57% maintenant, là, qui disent que ça va pas si bien que ça. Mais les gens qui sont très, très anxieux, modérés à extrême, sont à 44%. Fait, il y a 44% des Québécois qui ont de la difficulté à dormir, qui ont de la difficulté à se concentrer dans leurs devoirs. Puis l'autre groupe qui est très impacté dans une université, c'est les 18-34. Et beaucoup au niveau de leur capacité à se projeter
à faire les premiers achats. Là. Vous savez, on a mythifié dans la société dans laquelle on vit l'accès à la propriété comme étant un objet de réussite sociale. On s'est jamais questionné à savoir comment on pouvait faire en sorte que les gens puissent élever une famille dans un 4,5, 5,5 en face d'un parc, puis de faire en sorte que ce soit très correct. Donc, la société renvoie cette image-là à la population un peu plus jeune, puis qui se dit, je serais pas capable de quitter chez mes parents, de pas habiter avec deux autres personnes, de me prendre un logement salubre quelque part. Fait que donc, ça augmente l'anxiété financière. OK. Alors là, je pense qu'on a réussi à faire un portrait quand même sommaire, mais identifier des irritants dans cette réalité-là, l'augmentation du coût de la vie et ses impacts sur les populations vulnérables. Dans quelques minutes, ça va être à vous d'aller au micro pour poser vos questions aux intervenants. Mais j'aimerais ça qu'on passe un petit peu en mode solution. Si vous aviez une baguette magique, là, est-ce que quelque chose que vous feriez maintenant, vous dites, si on faisait ça, il me semble que ça pourrait changer quelque chose. Qui veut plonger? Monsieur Pinard, je vous garde pour la fin parce que je suis sûre que vous avez réfléchi à ça en long et en large, mais j'aimerais ça entendre peut-être ceux dont c'est le domaine d'explorer la réalité, de l'étudier, de l'analyser pour voir qu'est-ce que vous voyez là, comme le nez au milieu du visage. Ben voyons, c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Guillaume? Je vais commencer avec l'institution qui est en charge de ramener l'inflation dans une fourchette de 1 à 3%, c'est la Banque du Canada. Donc la Banque du Canada, elle a rien à voir, enfin, c'est pas une banque commerciale, c'est une institution qui a un mandat de garder l'inflation entre 1 à 3%. Donc là, elle remplit pas son mandat. Et elle prévoit, d'après le dernier rapport sur la politique monétaire, donc c'est ce que la Banque du Canada fait, elle prévoit que l'inflation devrait revenir en dessous de 3% bientôt, d'ici le milieu de l'année. Donc ça, c'est une note optimiste. Et c'est une note optimiste, mais pour le Canadien moyen, parce que c'est donc en dessous de 3%, ça serait donc pour l'indice des prix à la consommation. Comme je l'ai mentionné au début, il y a l'augmentation du prix de l'épicerie qui est au-delà de 3%, bien au-delà de 3%. Et donc vu qu'on n'est pas tous égaux face à l'inflation, une mesure, je pense, qui me semble bonne et cohérente d'après l'analyse économique, ça serait d'indexer l'aide sociale au panier de biens représentatif des bénéficiaires de cette aide sociale. Et on finance ça comment? C'est toujours la question qui se pose. C'est une excellente question. Donc, c'est une excellente question et c'est important d'en discuter. Mais comment financer ça? Ça reste un choix de société qui se décide aux urnes. Mais c'est important de parler de comment financer ça parce que avec une augmentation des dépenses de l'État, si on n'a pas d'augmentation concomitante des revenus de l'État, ça c'est un facteur qui peut générer de l'inflation. Donc et là, si on taxe les entreprises, ça crée un problème pour l'emploi. Exactement. Si on taxe les travailleurs, ça crée un problème pour leur pouvoir d'achat. Donc, une façon dont ça peut être décidé, c'est avec une modification du barème d'imposition, et ça se décide aux urnes. Ouais. Donc, on voit une mécanique, là, des blocs, là, comme des vases communicants, avec vos lunettes d'analyse du marché du travail, du droit du travail, d'accès des travailleurs à leur emploi, à leur gagne-pain. Vous voyez quoi comme solution évidente? À la lumière de ce que vient de dire Guillaume, là, c'est pas facile. Hein? Solution évidente, je suis pas certaine qu'il y en a, mais je pense que la question de revoir les principes même au fondement de notre protection sociale, il y a urgence. Comme je l'ai dit tantôt, on voit une augmentation des crédits d'impôt qui sont donnés à certains groupes de façon plus ou moins ponctuelle, alors qu'on n'a pas de réflexion sociétale sur la question de la protection sociale et qui a accès. Comme par exemple les chèques que tout le monde a. Exactement. Des mesures très ponctuelles. Ouais. Bon, après ça, je pense que pour faire écho à ce que mon collègue disait, il y a une réflexion à faire sur la fiscalité et comment on finance la protection sociale. Aujourd'hui, c'est largement par des mesures contributoires où les salariés et les employeurs vont contribuer. Il y a une réflexion à faire là-dessus. La deuxième chose sur laquelle je veux quand même insister, c'est la question du salaire minimum, qui est quand même un peu l'éléphant dans la pièce. La fixation du salaire minimum, on passe à 15,25 le 1er mai prochain. Plusieurs estiment que le minimum présentement, c'est 18 $.
comment on fixe le salaire minimum, qui fixe et sur quel principe. Il y a quand même un enjeu de taille ici. Dans d'autres juridictions, on a des commissions qui se penchent là-dessus et qui établissent des principes et qui font des recommandations au gouvernement pour établir le salaire minimum. Et il faut quand même souligner que le salaire minimum, c'est une politique publique qui n'a pas seulement un effet pour les gens qui sont rémunérés au salaire minimum, et c'est prouvé par plusieurs études, autant en économie qu'en politique publique, ça a un effet de rehaussement du plancher. Donc, c'est pas seulement les gens au salaire minimum qui en profitent, mais tout le monde, ça a un effet d'escalier pour les gens qui sont à des niveaux même un peu plus supérieurs au salaire minimum. Donc, cette question de comment on établit, comment on fixe le salaire minimum est pour moi une question fondamentale dont on parle trop peu. Je veux quand même dire aussi sur le plan des solutions, parce que pour moi, c'est un enjeu fondamental, la question de la reconnaissance des acquis, la question de reconnaissance des diplômes des personnes issues de l'immigration. C'est des gens qui sont repoussés dans les câbles de certaines compétences parce que on ne les reconnaît pas leurs acquis, on reconnaît pas leurs compétences et qui ne peuvent pas occuper des emplois pour lesquels ils sont formés. Il y a un enjeu là de taille. Et la dernière chose aussi que je m'en voudrais de pas mentionner, c'est que nous avons une réflexion à faire sur nos règles en matière d'immigration et justement sur l'impact des statuts migratoires précaires sur les personnes, parce qu'on le voit présentement avec ce qui se passe en termes de délai administratif. Il y a des gens qui perdent la possibilité de travailler au Québec et qui là se retrouvent, qui sont pas non seulement en situation de vulnérabilité ou ils font face à une situation de vulnérabilité compte tenu de leur statut migratoire, mais face à une perte de statut, se voient dans l'obligation pour subvenir à leurs besoins de travailler souvent sans statut régularisé, et ça peut avoir des effets qui sont absolument catastrophiques pendant que la prestation de travail se fait, mais aussi au-delà. Essayer de réintégrer le marché du travail après un moment où on est dans une situation d'irrégularité, ça peut être extrêmement complexe. Il y a une réflexion à faire là-dessus. Comment on octroie des permis de travail? À quel groupe on octroie la résidence permanente versus les groupes qui sont privés de résidence permanente? Sur le plan des politiques publiques, il y a urgence là aussi, de mon point de vue. Donc, un cahier de charge auquel vous allez ajouter quelque chose, Pascal, entre autres, sur les allocations universelles pour les travailleurs, un juste revenu, mais aussi pour tout le monde. Oui, on parlait tout à l'heure des bienfaits de la PCU par rapport au niveau de pauvreté de l'ensemble de la population. Je pense qu'on peut... c'est pas une solution miracle, l'allocation universelle, surtout si les États en profitent pour se désengager de plein d'autres affaires, mais ça peut en tout cas permettre une déconnexion entre le salaire gagné, le marché et l'argent. Et la PCU, au sens strict, c'était une allocation que vous considérez comme universelle? Elle n'était pas universelle parce qu'on n'y avait pas tous accès, mais disons qu'elle avait quand même une large inspiration de l'allocation universelle, puisqu'elle s'est déclinée sous plusieurs aspects. Ça serait quoi, aussi, selon vous, donc, le principe de base de l'allocation universelle est relativement simple. C'est quand le diable est dans les détails, donc quand on creuse un peu, que ça se complique, mais au départ, c'est simple. C'est tout le monde a le droit à un certain montant à partir du moment où il met les pieds sur un territoire et qu'il a un statut de citoyenneté. On pourrait, de ce point de vue-là, augmenter le statut de citoyenneté à des personnes qui en sont privées actuellement. Mais donc, c'est ça l'idée. Donc, c'est tout le monde, et après ça se complique parce que on récupère comment, donc en payant des impôts ou pas, ou est-ce que jusqu'à quel âge, est-ce que c'est 18 ans, est-ce que c'est 25 ans, à partir de quel âge, est-ce que c'est 18 ans, est-ce que c'est 25 ans, donc il peut y avoir toutes sortes de formules. Puis il peut aussi y avoir des États qui sont très enthousiastes face à l'allocation universelle parce que ça leur permet de ne rien faire d'autre. C'est déjà oui, c'est en discussion en tout cas depuis très longtemps. Ça fait au moins 40 ans qu'on discute de comment on pourrait faire pour mettre en place une allocation. Il y a des États dans le monde qui le font? Il y a des États, pas nationaux, mais des États, des provinces par exemple. Si on prenait le cas du Canada, ça n'a pas été fait au Canada, mais disons l'équivalent des provinces qui ont mis en place. Il y a eu des projets pilotes aussi qui ont eu lieu, même aux États-Unis dans certains États. Mais au niveau national, je connais pas d'État
qui l'a mis en place en tant que tel, sans contrepartie, parce que c'est ça l'objectif de l'allocation universelle, c'est qu'il n'y ait pas de contrepartie. Par exemple, pour recevoir l'aide sociale augmentée, il faut faire une preuve de son insertion partielle sur le marché du travail. Donc l'allocation universelle, c'est on reçoit de l'argent parce qu'on est citoyen. C'est ça le but. Donc ça, c'est les solutions qui passent par l'État. Il y en a aussi qui, pour vous, passent par les collectivités. Mais elles sont déjà en place, en fait. C'est pas forcément des solutions qui règlent tous les problèmes, mais elles sont déjà en place. C'est des solutions de logement hors marché, justement, que ce soit les coopératives d'habitation, d'autres formes de logements sociaux qui viennent des communautés, mais ça peut aussi être la récupération, le partage alimentaire, par exemple, pour faire face à la pénurie ou pour faire face à l'inflation. Ça peut être le jardinage urbain, ça peut être plein de choses qui sont mises en place par les sociétés civiles et dans les quartiers pour faire face à différents risques, mais qui sont plus aléatoires sur le plan de qui le fait, qui est capable de le faire. Et surtout, c'est fragile toujours parce que on peut décider d'avoir une occupation de territoire pour faire du jardinage dans un quartier, mais 2 jours plus tard ou 2 mois plus tard ou 2 ans plus tard, comme c'est arrivé à Montréal, le propriétaire privé du terrain peut décider de éliminer le jardin. Donc, c'est pour ça que c'est fragile, parce que ça prend des réglementations qui sont publiques, qui permettent à ces initiatives de se développer. Et en tout cas, c'est pas ce qu'on voit actuellement sur le on le voit plus sur le jardinage urbain. Là, je dois rendre à César ce qui revient à César à Montréal, en tout cas, mais certainement pas sur le logement. Et vous, donc, de votre poste d'observation sur le terrain à Centraide, comment vous voyez, en mode solution, qu'est-ce qui est le plus urgent, qu'est-ce qui serait le plus efficace? Moi, je vais vous faire réfléchir un peu. Essentiellement, moi, ma vision de comment on doit régler ça, c'est qu'on a les histoires. Donc, tu sais, le fameux storytelling, là, c'est à la mode. Donc, on a les histoires, on a besoin du data, donc la donnée. Puis, histoire plus data égale changement systémique. C'est la seule façon qu'on va y arriver. Fait qu'on doit commencer à être plus intelligent sur la collecte de données, d'obtenir ces informations-là dans le but de pouvoir se mesurer pour voir si on a des résultats. Parce que la réalité, les politiciens sont pas si courageux que ça. Il faut les aider à sortir d'une logique électorale et élever leur pensée dans le but qu'on ait une véritable vision. On est fondamentalement peureux. C'est ça la difficulté qu'on a. Puis 45 à 47% des impôts ici, là, que vous envoyez au gouvernement du Québec, vous toutes et tous, passent à payer quoi? Le système de santé. Je l'ai entendu, quelqu'un qui l'a dit. Et levez donc la main ceux qui ont fait un don à un hôpital ou à une fondation hospitalière. Il y en a combien qui ont fait un don à Centraide ou pour la lutte à la pauvreté? OK, excellente réponse. Mais le bottom line, OK, excusez l'anglicisme, mais à la fin de la journée, on a 45-47% qui va en santé, mais on ne s'occupe pas de la dame que j'ai rencontrée il y a quelques mois, qui habite ici dans la Côte-des-Neiges, qui a emmené son enfant de 4 ans à l'hôpital Sainte-Justine parce qu'elle était convaincue que le petit garçon faisait de l'asthme. Il faisait pas de l'asthme, mais il respirait de la moisissure dans un logement insalubre. On s'occupe pas de ça. Alors, en santé, on aime ça soigner, on n'aime pas ça faire de prévention. Bien, on aime ça mettre des pansements sur la pauvreté et on ne veut pas travailler en prévention. Alors, si on n'a pas plus d'ambition que ça, on ne va jamais réussir. Et, je vous le dis, là, ce qu'il faut réussir à faire, et mettez-vous ça dans la tête, il n'y a rien de plus clair, il n'y a personne seul qui a la solution. Le gouvernement, les villes, les institutions publiques, la philanthropie, les chercheurs, l'entreprise privée, les citoyens, les organismes communautaires, personne seul a la solution. Tout le monde doit se rassembler pour qu'on commence à changer les paradigmes, puis qu'on se donne l'ambition de réussir avec, au centre, puis je reviens à la première question du départ, l'être humain. Donc, l'individu, la personne qui va recevoir le service et qui va être capable de vivre sa vie dans la dignité.
Ça va être à vous, là, maintenant. Je me tourne vers vous. Moi, j'ai des questions, je pourrais continuer longtemps, mais... T'as parlé trop vite. Généralement, quand je finis de dignité, je suis applaudi, mais c'est correct, okay. tu peux y aller. Mais là, vous allez avoir le temps. Ça vous donnera le loisir aussi de vous lever, de prendre place au micro si vous avez des questions à poser. Le temps que les gens arrivent, j'aimerais peut-être, Claude Pinard, vous avez parlé d'intervention, de concertation de tous les acteurs. J'aimerais que vous nous parliez un peu de cette initiative qui va avoir lieu le 15 mai, Rassembler et agir, et qui cible, qui identifie quelque chose que vous avez tous mentionné, le secteur du logement. Oui, alors quand je suis arrivé à Centraide il y a 2 ans, j'ai écrit une lettre dans les 4 quotidiens montréalais et j'ai dit on va se faire un véritable plan de lutte à la pauvreté. Vous savez, des véritables plans de lutte à la pauvreté dans les sociétés riches, ça n'existe pas. Oui, il y a un plan de lutte au Québec, mais il n'y a pas d'objectif, d'indicateur précis avec qui se mesure. Ça n'existe pas. Pourquoi? C'est trop complexe. Alors, ce qu'on a fait, nous, en développement social, c'est identifier le logement comme étant le premier indicateur de pauvreté. Donc, on a décidé de mettre tout le monde ensemble. On va sortir des chiffres dans 2 semaines qui vont vous faire tomber en bas de votre chaise par rapport à, justement, la question des revenus nécessaires pour être juste à flot dans le marché du logement actuel, puis la quantité, et ce sont des centaines de milliers de personnes qui terminent le mois dans le négatif. Donc, on va aborder ça sous un angle social complètement différent, social et économique. Et donc, l'idée, c'est d'avoir tout le monde autour de la table, puis on se met immédiatement en mode solution dans l'après-midi. Le lendemain, il y aura des lettres d'appui avec... et l'idée, là, pour ceux qui sont assez... qui ont peut-être vécu ça dans les années 2000, c'est l'inspiration, c'est ce que M. Ménard avait fait sur le décrochage scolaire, c'est d'avoir un moment de société qui dit, ici, on fait un temps d'arrêt, c'est l'enjeu numéro 1 maintenant au Québec, et on doit s'y attaquer. C'est pour vous aussi l'enjeu numéro 1, vous trois, le logement? Quand on parle des vulnérabilités, la hausse du coût de la vie, des impacts sur les populations vulnérables, logement, ça serait votre... Pas sûr? Je suis pas sûr. Pas sûr? OK, ça serait quoi? On va aller prendre un café. OK. Dalia, Pascal, logement? Pour moi, oui, mais je suis très, très biaisée sur cette question, c'est sûr. Ouais. Mais je pense qu'on a tous nos biais. Votre biais, c'est quoi, Guillaume, qui vous fait hésiter? Je vais pas vous mettre sur la sellette, là. Je pense que le logement, c'est important, mais il y a d'autres choses que le logement aussi, je pense. Donc oui. J'ai du mal à prendre un seul problème et l'élever au-dessus des autres. Mais il faut commencer par avoir un toit, ne serait-ce que pour cette raison-là, les ressources pour en avoir un. Monsieur, donc, votre... sinon, quelqu'un voulait ajouter quelque chose? Non, je me suis tourné en même temps. Votre nom, s'il vous plaît, puis votre question pour les panélistes. Louis-Martin Richer, je suis le président de la Fondation de la Maison du Père, ancien de sciences politiques. Hein? Ça mène à autre chose aussi. Alors, à tous les mois, on voit des nouveaux visages qui rentrent, on en place, on relocalise des gens en logement abordable à une vitesse incroyable. Le bien chez soi, les programmes qu'on a établis depuis plusieurs années, on fait des miracles, mais de plus en plus de visages. Et on a le phénomène de rénoviction, évidemment, là, quand on parle de logement. Mais j'entends peu parler de votre part de la question de la population vieillissante. J'en ai un petit peu entendu par M. Pinard, mais l'impact du vieillissement de la population, j'aimerais ça vous entendre là-dessus parce que on parlait de tout va revenir à la santé, puis à la santé globale des gens, puis plus on travaille à alourdir ce côté-là, plus on va avoir un fardeau fiscal important à transporter. Et l'autre chose, quand vous parliez de solutions, là, on a un super ministre Fitz. Oui. Premier ministre devrait être le premier ministre de tout le monde. Comme M. Bourassa le faisait pour les jeunes à l'époque, il devrait être le ministre pour les personnes vulnérables. Et il devrait être tenu pour ça, parce que ça représente effectivement à peu près 12 ministères. M. Carman, M. Dubé, au niveau des aînés. Ça finit plus, c'est la maison des fous. Le premier ministre, là, faut qu'il soit imputable. C'est lui le numéro 1. Puis il devrait être évalué de la même façon qu'il fait son mea culpa sur un lien, un troisième lien. Il devrait être front and center pour cette question-là, parce que ça frappe tout. Alors, sur le vieillissement, je reviens là-dessus, j'aimerais vous entendre sur cet impact-là au niveau de la vulnérabilité. Merci. Merci pour votre question. Donc, qui veut se lancer sur le vieillissement, l'impact
quant à la vulnérabilité par rapport à l'augmentation du coût de la vie? Moi, un ou deux commentaires. Merci. En Centraide, on appuie un organisme depuis 2 ou 3 mois, puis le nom, je cherche le nom là, pour... mais écoutez ça, là, qui est en pré-situation d'itinérance pour des personnes âgées. OK? Fait que moi, quand on m'en parle... Pardon? Le pas de la rue. Voilà. Le pas de la rue. Est-ce que c'est vous? Non. Non, mais c'est exactement le pas de la rue. Je travaille en itinérance. Non, ben voilà, c'est le pas de la rue. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Hey, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Montrez-moi ça. » Parce que dans mon ancien job avec l'Observatoire des inégalités, qu'on connaît bien à l'Université de Montréal, on avait fait, bonjour, on avait fait une étude sur la question des inégalités concernant les personnes âgées. Et ce qu'on constate, puis Guillaume ou mesdames les chercheurs, c'est que les personnes en haut de 70 ans actuellement sont correctes. Alors, entre 60 et 70, les vulnérabilités vont commencer à sortir. Et ce sont celles qui sont le plus frappées par la situation actuellement par rapport à quantité de revenus. Fait que là, je veux pas dire les fameux baby boomers, c'est pas ça que je veux dire, mais essentiellement, fait que nous on était un peu inquiets. On a véritablement sorti, on est sur le radar. On vérifie ça parce qu'on veut s'assurer, on l'a vu dans la pandémie, avec la fracture numérique, puis la difficulté que les personnes âgées avaient avec la question de l'isolement, mais on est préoccupé par cette question-là aussi. Dans la quête de données aussi, est-ce que c'est une variable, une tranche de la population qui mériterait qu'on l'étudie spécifiquement? Entre autres, pour le marché du travail, il y a comme une situation où on est plutôt en fin de carrière avec les populations plus jeunes qui poussent, qui veulent accéder aux emplois ou ressources financières. Donc, ça fait peser encore plus ça, sur la vulnérabilité des personnes. Tout ce que je peux répondre, vieilles. c'est des enjeux peut-être plus liés à la sortie du marché du travail, à la fin de la carrière professionnelle. Puis, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est pas tout le monde qui peut finir à un âge fixe. La pénibilité du travail varie selon les groupes, selon le type d'emploi qu'on a occupé. Puis des fois, on n'est pas capable de se rendre à l'âge prévu de la retraite. Donc, des fois, il faut sortir du marché du travail parce qu'on n'en peut plus physiquement ou psychologiquement ou une combinaison des deux facteurs. Ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose, face à la montée de l'emploi atypique, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un groupe de travailleurs et de travailleuses qui ont accès, grâce à l'emploi, à un régime complémentaire de retraite, donc à un niveau de revenu qui va certainement être suffisant au moment de la retraite. Pour d'autres qui ont été en situation de cumul d'emploi, qui étaient dans des milieux de travail où il n'y avait pas de régime complémentaire de retraite, qui ont occupé des emplois plutôt de nature atypique, l'accès à un régime complémentaire de retraite, c'est pas tout le monde qui a eu ça. Et encore plus, pour des personnes qui ont dû s'extraire du marché du travail pendant une certaine période et qui n'ont pas eu de revenus, mais ils n'ont pas contribué au régime des rentes du Québec. Donc, leur niveau de rente au moment de la retraite va être impacté, il va avoir un impact, il va être plus limité. Donc, il faut comprendre que ce qui se passe pendant notre trajectoire professionnelle, nos conditions de travail, nos conditions d'emploi, notre attachement au marché du travail n'a pas juste une incidence pendant notre trajectoire professionnelle, a aussi une trajectoire à la sortie. Puis la sortie se passe pas toujours au moment prévu par nos politiques publiques ou par le régime complémentaire de retraite pour des raisons liées aux conditions de travail, à la pénibilité du travail. Puis ça, il faut s'en rappeler, je pense. Donc, une sonnette d'alarme à avoir à cet égard-là. Autre chose à signaler avant qu'on passe à la question de monsieur? Monsieur, votre nom, s'il vous plaît, et votre question? Oui, merci. Je m'appelle Francisco Kiasua. J'ai 2 observations très courtes et une question. La première observation, comment est-ce possible que nous disons qu'on a besoin de 1 792 $ pour une personne pour pouvoir vivre, et les personnes sous l'aide sociale reçoivent que 770. Première observation. Deuxième observation, ici, dans notre pays, le logement n'est pas un droit fondamental. Il devrait l'être. C'est une marchandise. Et ma question, comment faire pour que notre faible social-démocratie, je pense que nous vivons dans une social-démocratie, mais comment faire pour que dans cette si faible social-démocratie ne soit pas le marché et les capitales qu'on priorise? Mais vous avez dit, on devrait prioriser l'être humain et sa dignité. Quoi faire pour arriver à cela? Merci pour votre question. Donc, qui veut plonger? Question fondamentale, au fond?
Oui, mais tout à fait, analyse tout à fait juste. Si on se compare, on se console pas forcément. Et quand on fait de la comparaison en sciences politiques, justement, quand on regarde les États-providence, c'est un des éléments que vous avez mentionné, c'est vraiment ça. C'est qui produit le bien-être. On est dans un régime libéral d'État-providence. C'est le marché qui produit le bien-être. Ça a toujours été comme ça. Et dans d'autres sociétés, c'est pas le marché qui produit le bien-être, mais c'est l'État, ou c'est le tiers secteur, ou c'est la famille, si on parle des régimes plus d'Europe du Sud, ou c'est une combinaison de tout ça. Mais on est dans un régime libéral, même si on est peut-être les plus sociaux-démocrates de l'Amérique du Nord, on reste quand même dans un régime libéral. Pour changer cette logique, il faut se lever de bonne heure, je pense. Ouais. Seulement se lever de bonne heure. Non, mais c'est un débat sur la marchandisation puis la financiarisation, j'ai-tu bien dit, du logement. Alors donc, c'est beaucoup ce qui est arrivé. Actuellement, on a un gros problème d'adéquation. Il y a des logements qui sont en haut de 1200 $. Les taux d'inoccupation sont à 4% à Montréal, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes à 750, 800 $, les taux d'inoccupation sont à 0,8. Donc, on est en rupture. Et je le dis tout le temps, moi, je dis, si vous êtes un chef de famille monoparentale, un étudiant, et que vous avez 40 000 de revenus, 45 000 de revenus, et que vous n'avez pas les moyens de vous payer un condo dans le tour des Canadiens au centre-ville, c'est disponible, mais vous n'êtes pas capable. Donc, il y aura un rôle à jouer, puis il y aura un rôle à jouer pour le gouvernement à intervenir de façon directe, que ce soit dans les programmes de soutien au logement ou encore dans les constructions, dans le financement de logements sociaux. Puis dans les chiffres qu'on va sortir dans 2 semaines, on en parle de ça, puis on parle du taux de pourcentage qui doit être fait pour rejoindre juste l'OCDE. L'OCDE qui est à 7% de logements subventionnés. Au Québec, on est à 5%. Dans le Grand Montréal, pardon. Et donc, juste ça, c'est un écart de quoi? 30-35%. Bien, juste pour faire ça, vous allez voir l'effort absolument demandé d'ici 2030 est phénoménal. Mais on n'a pas le choix. On n'a absolument pas le choix de faire ça parce qu'on a complètement arrêté d'investir dans les dernières années. Puis si on voulait atteindre le chiffre pour faire en sorte, écoutez ça, là, on l'a calculé, si on prend la moyenne historique depuis 1995, qui est 1400 logements sociaux additionnels par année, puis qu'on veut atteindre, faire en sorte que chaque ménage dans le Grand Montréal puisse se loger de façon convenable à moins de 30% de ses revenus, ce qu'on appelle le taux d'effort, ça nous prendrait, au rythme actuel, 190 années. Je suis curieuse, M. Pinard, dans les données que vous avez, peut-être que vous n'êtes pas en mesure de le dire ou vous ne voulez pas le dire avant l'événement, mais on a eu l'impression que dans plusieurs grandes villes canadiennes, puis je pense que Montréal n'y échappe pas, il y avait une spéculation foncière des intérêts étrangers qui venaient investir aussi dans les nouvelles constructions. Est-ce que c'est aussi répandu que l'impression qu'on peut avoir? Oui, non, définitivement. En fait, c'est drôle puis c'est pas drôle. Parce que ça n'aide pas l'accès au logement. Non, ça. Pas du tout. Mais si vous regardez, puis je suis pas un spécialiste de cette question-là, mais quelqu'un me mentionnait l'autre jour qu'il n'y a pas eu de permis en 2022. Il y a eu un seul permis en 2022 pour une grosse tour. Il y en a eu comme 7 en 2021, puis 8 en fait que les constructions que vous voyez dans le centre-ville de Montréal actuellement, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres qui s'en viennent. Donc, je pense que c'est le moment, pour la société de dire, bien là, on va faire en sorte de mieux investir dans le logement social et abordable, mais abordable dans la durée. Parce qu'actuellement, vous pouvez construire un logement qui est abordable, puis il est abordable jour 1. L'année 2, lorsque vous renouvelez le bail, il est plus abordable. Parce que pendant 5 ans, ils peuvent faire ce qu'ils faire ce qu'ils veulent avec les augmentations. Fait qu'un des volets pour régler la question du logement va être beaucoup travailler sur les droits des locataires. Et monsieur, vous parlez tantôt du droit fondamental à l'habitation. Moi, j'ai eu une conversation avec des membres du gouvernement, puis ils rechignaient un peu sur le terme, tu sais, droit au logement. Fait que j'ai fait, est-ce qu'on a quitté les Nations Unies, tu sais? Fait qu'ils ont dit non, j'ai dit c'est reconnu par les Nations Unies. Fait que je pense qu'on pourrait juste comme commencer par là, puis se regarder dans le miroir, puis dire, sais-tu quoi, maintenant, il y a des gens qui peuvent pas vivre à leur plein potentiel. Mais donc, techniquement, si je comprends bien, vous me corrigerez, mais quand on donne un permis, on ne peut pas dire faut que ce soit des logements qui sont propriété des résidents du coin. C'est pas une contrainte qu'on donne à un constructeur. La Ville de Montréal a un programme qui 20-20-20 qui permet aux entrepreneurs de payer pour se soustraire à l'obligation d'avoir du logement social ou abordable.
Alors, la majorité se soustrait et l'argent va dans un fonds, la ville l'utilise pour acheter des terrains ou faire dans son fameux droit de préemption, là. Mais c'est pas super dynamique. Ça va prendre, quand je dis que ça prend des collaborations radicales et de mettre les entrepreneurs pour que les gens comprennent que l'époque du 30-40% de profit sur une unité de construction, ben, tu sais, si on baissait tout le monde à 10-12, puis on amenait un autre type de financement, la Caisse des dépôts qui pourrait garantir, le gouvernement qui pourrait garantir, les fondations privées pourraient investir une partie de leurs actifs, faire travailler l'argent. En anglais, on appelle ça du blended finance. Il faut commencer à regarder les solutions de façon différente et être innovant, sinon dans le mur. Merci. Madame, votre nom, votre question, s'il vous plaît. Céline Bello, professeure à l'École du travail social ici à l'Université de Montréal. Tout à fait d'accord sur la question du logement, d'autant qu'on sait que quand même c'est un déterminant majeur en matière de santé. On a beaucoup mis l'accent au Québec sur l'égalité des chances, sur la manière de soutenir un certain nombre de processus d'intégration, mais on a peu mis l'accent sur l'égalité des places, puis le fait que, en termes de justice sociale, tout le monde devrait avoir une vie décente, une vie digne et des revenus décents et des logements décents. Et je comprends, oui, le vent est pas tout à fait dans le bon sens, puis il est pas là depuis longtemps, mais jusqu'à quel point, en fait, en termes de perspective de justice sociale, comment arriver à repositionner, notamment dans les contextes d'inflation, le fait que, oui, il y a des inégalités, que ça impacte beaucoup plus les personnes les plus vulnérables, et jusqu'à quel point on devrait travailler de manière solidaire à rétablir ou à réduire les inégalités de place, pour faire en sorte que dans des contextes d'inflation, comme dans tout autre contexte, ben les plus vulnérables ne payent pas le prix haut et fort des positions privilégiées, en fait. Donc, vous avez une question en particulier que vous voulez soumettre? Est-ce que c'est des choses que vous envisagez comme façon de concevoir les choses quand vous marquez qu'il y a des inégalités et que les impacts sont plus importants sur les personnes en situation de vulnérabilité? Qu'est-ce que vous entendez par inégalité de place? Ben, le fait que les gens n'aient pas les mêmes types de logements, n'aient pas recours aux mêmes positions dignes et de décence dans la vie en termes de capacité à subvenir à ses besoins, capacité de se loger adéquatement, etc. Donc, d'avoir une place entre des populations vulnérables qui sont affectées par tout, à qui on impose une vie indigne versus des personnes privilégiées qui ont une... Oui, c'est un sujet qui est étudié en économie. J'ai en tête des travaux de Raj Chetty récemment qui justement étudie, là c'est dans le contexte des États-Unis, mais l'égalité de l'accès aux opportunités. Il y a d'autres chercheurs qui étudient les inégalités en termes de résilience, parce que même si on prend deux individus qui sont dans des situations identiques, qu'on pourrait penser comme identiques en termes financiers, par exemple, en termes de travail, leur contexte familial ou leur passé, peuvent les rendre inégaux face à la résilience qu'ils ont suite à un changement dans le contexte comme le contexte d'inflation. Donc oui, je pense tout à fait que c'est des perspectives qui sont importantes et c'est important d'élargir en fait le champ des inégalités qu'on étudie. Madame, oui, je vous écoute, votre nom et votre question. Je ne peux pas trop m'élever parce que je suis... Parfait, non. Merci d'être là. Je vous prie de m'excuser parce que j'ai raté la première demi-heure, donc il me manque un petit pan. Moi, je voulais poser cette question. J'appartiens à un groupe très spécifique à l'université. Je suis une jeune étudiante à cheveux blancs, pour résumer, appartenant au monde de l'handicap. Donc, j'ai un handicap qui, pendant que j'étudie, ne me permet pas de travailler. Ou j'étudie, ou je travaille. Donc, la situation est assez pénible pour ce genre de population que je représente et qui sont des populations qui appartiennent à une population un peu vieillissante. Comment on peut avoir une politique cohérente dans les aides que l'on peut apporter à ce groupe de personnes? Donc, je vais prendre un cas bien précis. Je ne vis pour le moment, en tant qu'étudiante, que grâce aux bourses, à l'aide financière.
Donc, par exemple, l'année passée, c'était 1300 et quelques dollars. Et il y a eu l'inflation. Normalement, la logique veut que l'aide financière doit suivre quelque peu l'inflation. Ben non, on nous a réduit. Maintenant, je suis à 1218 par mois. Alors, j'ai appelé et on me dit, mais c'est pas quelque chose d'extraordinaire, votre situation, vous vivez tous la même chose. J'ai fait ça alors, my God. Je dis, on fait comment pour vivre? Et la question que vous aimeriez poser aux panélistes? Quelle cohérence? Comment on peut faire pour que les politiques soient cohérentes? Puis après, là, j'ai terminé avec succès mes études, donc voilà, je suis très contente, comme une jeune de 12 ans, là. Eh bien, le temps de trouver un emploi, je me retrouve au bien-être social, donc de 1200, je me retrouve à 780 $. Je fais, oh. Là, je fais tout pour arriver à une solution de reprise du travail. Ben là, j'appartiens à un groupe qu'on élimine de la place du travail et de la population classique, je dis pas normale, mais classique. On est des personnes qui sommes très vulnérables. J'ai en plus un cancer, donc qui m'attaque, donc je dois survivre. Alors, je dois amorcer ma fin d'études pour une reprise sur le chemin du travail. On m'enlève toutes les possibilités d'avoir la force de reprendre le travail. Donc, quelle politique cohérente pour aider les personnes de ce groupe-là auquel j'appartiens pour avoir une vie décente? J'ai 500, alors là, j'étale un petit peu, mais il faut comprendre. J'ai 500 $ à payer par mois de crédit. Parce que la santé, il faut réadapter pour nous le matériel éducatif, mais la maison. Donc, 500 $ de dette par mois. Je viens au bien-être social, je reçois 700 $. Comment fait-on? Quelle est la politique pour aider ce groupe de personnes dans cette vie sociétale? Ça, c'est ma question. Je suis pas la seule. J'appartiens au 55, quelque chose comme ça. Et moi, je sais qu'autour de moi, c'est pas mon cas parce que je suis une battante, mais je vois beaucoup de personnes se suicider ou aller vers des solutions d'itinérance. Madame, je pense que M. Pinard a une lueur d'espoir. Non, mais il y a un groupe, dans mon ancienne vie, on a aidé à partir un groupe qui s'appelle Handicap sans pauvreté. Et qui était toute la question du minimum de revenus pour les personnes en situation de handicap. Allez sur Google, là, handicap sans pauvreté. Il y a des ressources là qui sont en mesure de répondre à certaines de vos questions, mais l'idée était véritablement, et il y a eu des chiffres, des plans d'affaires qui ont été établis par ce groupe-là dans le but de voir quel était le minimum de revenus garanti pour des personnes en situation de handicap. Fait que faut aller les voir. Même merci pour votre... Mais je veux dire qu'au niveau de l'université, il y a une incohérence. C'est probablement pas la seule institution où il y a des incohérences à cet égard-là. J'en ai malheureusement bien peur. Mais merci pour votre témoignage, votre présence. Puis, le mot de la fin, donc, si vous avez quelque chose à ajouter pour madame, vous êtes les bienvenus à le faire, mais je ne veux pas vous laisser partir sans vous demander, par ailleurs, de nous résumer brièvement. Si vous aviez une idée, un message, une chose que vous voulez qu'on retienne de votre participation ce soir, qu'est-ce que c'est? Mais tout d'abord, Pascal, vous vouliez... Oui, je voulais simplement dire que, au-delà de votre situation particulière, vous posez la question des transitions et comment on peut justement avoir des politiques qui travaillent sur ces transitions et qui permettent ces transitions. Ça, je pense que c'est une vraie question que tu dois connaître aussi quand on travaille sur la formation professionnelle, par exemple, ou sur le passage d'un statut à un autre, etc. Donc, toutes ces transitions-là devraient faire partie de la panoplie de l'action publique pour soutenir les personnes. Les mesures de soutien. Ben, merci donc tout le monde. Merci pour vos questions dans la salle. Puis avant de vous laisser filer, l'idée maîtresse, là, ce que vous voulez qu'on retienne de ce que vous vouliez nous dire ici ce soir. Guillaume? Ben moi, je vais revenir à la question de madame. Et donc,
ça serait d'indexer vraiment l'aide sociale, en tout cas, à ceux qui... au panier de biens de ceux qui le dépensent, parce que comme l'exemple de Madame le montre, elle a mis le doigt exactement sur un des problèmes de l'inflation, c'est que on s'était mis d'accord, la société s'était mise d'accord sur un certain niveau d'aide, et avec l'inflation, ce niveau d'aide il se retrouve diminué, et ça on s'est pas mis d'accord là-dessus. Donc puis une petite parenthèse, parce que monsieur a parlé de changements sociétaux vraiment profonds, et ça me tient à cœur parce que c'est justement notre travail en fait, c'est encourager les gens à étudier les arts et les sciences sociales pour que ces changements de société se passent, parce que quand j'enseigne l'économie, oui, il y a le marché du capital qui est là, parce qu'il faut bien que le capital soit alloué aux firmes et tout ça, mais les politiques économiques, c'est toujours pour maximiser le bien-être de la société. Donc l'humain dans les sciences sociales, il est vraiment là au cœur de notre sujet d'étude. Je m'excuse à souligner que les premiers garants des droits de la personne, des droits humains, c'est l'État. C'est pas les seuls. C'est les premiers garants. Et ça, il faut pas l'oublier. Ouais. Merci, monsieur, de votre commentaire. Merci, Guillaume, de votre participation. Dalia, en 1 minute, votre mot de la fin. Est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous ici ce soir? Je ferais peut-être écho à la question de ma collègue Bello, là. Moi, je pense que s'il y a 12 ministères qui s'occupent des enjeux de pauvreté ou de vulnérabilité, il faut s'imaginer que, par exemple, si on prend un simple exemple des migrants et des immigrants, il y a encore plus d'acteurs qui doivent être autour de la table. C'est des questions complexes qui exigent des réponses complexes, puis il faut regarder les raisons, justement, qui sont sous-jacentes à cette situation de vulnérabilité, et des fois agir sur les causes profondes. Et c'est ça qui va corriger les facteurs structuraux de vulnérabilité. Et je pense que ces enjeux profonds-là, il faut les raccorder tant sur le plan de l'action de la société civile, des chercheurs que des gouvernements, aux causes profondes, aux conséquences. Et c'est vraiment ce raccordement-là qui me semble, qui est déjà évidemment fait à bien des égards, mais qu'il faut poursuivre et je dirais approfondir. Pascal Dufour, votre mot de la fin en 1 minute? C'est une question difficile. Je dirais, comme sociologue, que peut-être l'idée de sortir l'aide ou de sortir les calculs de l'action publique du marché et de l'action de l'humain sur le marché, c'est pas une mauvaise idée. On peut le voir pour le logement, mais on peut le voir aussi pour d'autres affaires. Donc ça serait ça. Sortir du marché, finalement, ça serait ça ma conclusion. Humaniser. Claude Pinard. Rapidement, collaboration radicale, donc hors des intérêts corporatistes, hors des échéances électorales, et j'ai complètement oublié mon deuxième point. Ah oui, alors, grand problème. On a de grands problèmes, on doit avoir de grandes solutions. Puis pour ça, ça prend de la vision et de l'ambition. Et c'est ce que je nous souhaite tous et toutes. Merci beaucoup de votre participation, de vos témoignages, de votre contribution et de votre présence ici ce soir. Merci. Merci à vous, les 4.